Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2025, épisode 7. Et j'ai avec moi, il faudrait que que je vous les montre, hein. Hey, comme d'habitude, voici Vincent et Pierre comme à l'habitude. Donc, comment allez-vous, messieurs? Pierre, tout d'abord. Ça va relax. Ça va, je dirais, comme la saison estivale qui est à nos portes là. Elle est à nos portes, il fait genre 30 degrés dans ma maison en ce moment, donc je pourrais te dire qu'elle est pas mal là, la saison estivale. Il y en a qui nous regardent sur le live, là, qui vont voir mon beau front luisant, ça va être superbe. Et Vincent, toi, comment ça va? Ça va. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. C'est... Ma femme est enceinte. Ben non, c'est pas vrai. Une joke. Ça va. C'est tout. J'ai eu peur en tabarnouche pour ta santé mentale, Vincent, pendant une fraction de seconde. Cheers à ce qu'elle soit pas enceinte. Hey, cheers à ce qu'elle n'écoute pas cet épisode non plus. Alors, Vincent, de quoi tu vas nous parler ce soir? Là, tu m'as donné un petit teaser là, à partir de notre Discord tantôt. Ouais. Vas-y donc. Ben, l'idée, c'est de parler que les influenceurs ne réalisent pas le véritable coût du jeu de société. Fait que la semaine passée, c'était le fun, c'était cool comme sujet. Fait que je me suis dit, ben, on va recommencer. Puis on va encore bâcher sur les influenceurs parce que T'as-tu une dent contre les influenceurs, Vincent? j'ai pas une dent, j'ai un dentier contre les influenceurs. Ok. Moi, des gars comme Boris de la rue du jeu, hein? Un salut au passage. Salut Boris, j'ai hâte de faire un prochain épisode avec toi. On sent qu'il y a un peu d'humour ici. Pour ceux qui ne voient pas l'écran, qui ont juste le podcast, mais effectivement, Vincent est ami avec quand même beaucoup d'influenceurs. Par contre, il y a quand même une grosse variété d'influenceurs. On en a parlé la semaine dernière, en fait, dans l'épisode précédent. Les influenceurs, il y en a que c'est des rapaces qui veulent juste avoir des jeux gratuits. Puis il y en a d'autres qui font un travail de médias incroyable. Là. Puis il y a toute la gamme entre les deux là-dedans. Exact. Puis c'est quand même pertinent au vu du background que j'ai aussi là, comme ancien influenceur, de pouvoir un peu parler de ma réalité maintenant. En fait, avant influenceur, pendant influenceur et post-influenceur. Fait que je veux profiter de jaser un peu de ça. Est-ce que je commence tout de suite ou. Oh, oui, vas-y, Vincent. J'ai pas d'annonce Ok, à parfait. faire pour ce soir. Là. On va essayer de garder un épisode plus court aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et avis à tous, moi, à 9 h, je sacre mon camp parce que j'ai des enfants puis ça dort pas beaucoup. Donc, l'idée derrière ça, c'est que je vous raconte un peu une anecdote. À un certain moment, on est en contact avec un énorme, quand même un très, très gros joueur dans le monde du jeu de société, un éditeur que plusieurs connaissent. Donc, je nommerai pas. De toute façon, ça n'a aucune Oh, pertinence. c'est juste que c'est pas le Euh, Comuse parce que tu as dit que c'était un gros joueur. Oui, puis dans ce temps-là, le Comuse n'existait pas. Ou s'il existait, il faisait des jeux dans des entreprises à Chibougamau là, pour une compagnie de 3-4 personnes qui avait un trip de Donjon Dragon grandeur nature. Ça ressemble pas mal à nos débuts. Fait que ce gros joueur-là m'envoie en fait un prototype et je décide j'accepte de prendre une vidéo de leur part. Et nonobstant là, mon opinion sur le jeu, mon opinion était relativement positive. Puis je reçois le jeu et là, je dois faire 1-2 parties pour évidemment me familiariser avec le jeu. Et je fais évidemment une vidéo et j'ai passé, admettons, là, en considérant la réception du jeu, en considérant la lecture des règles, le nombre d'heures aussi que j'ai passé à jouer le jeu et finalement en faisant la capsule, on peut parler là, d'un bon 20-30 heures de total que ça m'a pris là, pour faire tout ça.
Et puis, ben, le nanan, c'est de recevoir 2 années plus tard une véritable copie du jeu. Et évidemment, je reçois cette copie-là et finalement, je la revends pour 150 parce que le jeu ne me plaisait pas assez pour que je le garde. Et puis là, je continue mon train de vie. Et à un moment donné, je réalise à quel point que ben, quand j'ai arrêté d'être avec l'école du jeu, j'ai réalisé à quel point que j'investissais énormément de temps dans mes vidéos et que je ne réalisais pas en fait le coût, euh, l'énergie, le côté chronophage de la chose. Donc, je m'investissais, je me surmenais pour ça. Et je me disais, ben, écoute, je vais avoir un jeu de société gratuit ou un autre Coconut, je suis très content. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, l'école du jeu, suite à mon départ, ont commencé en fait à recevoir des montants quand ils allaient faire la promotion de certains Kickstarter. Évidemment, bon, à la demande de l'éditeur. Il y a quelques exceptions à tout ça. Bref, je ne connais pas exactement les détails, là, mais l'idée, c'est de saisir qu'il y a comme deux extrêmes chez les influenceurs, c'est-à-dire ceux qui investissent tellement de temps qu'au final, s'ils avaient investi tout ce temps-là à faire de quoi de concret, genre étudier des remèdes contre le cancer, ils auraient sûrement trouvé quelque chose contre le sida. Parce qu'on sait bien, hein, Ouais, des mais toi, études Vincent, tu t'aurais jamais été capable de faire ça. Faut- Non, j'aurais jamais été capable parce que c'est une perte de temps de trouver un remède contre le sida puis le cancer du sein. Pour moi, j'aime mieux investir du temps dans des jeux de société. Fait que c'est comme ça que c'est ça à quoi j'ai dédié ma vie. Euh, et de l'autre côté, en fait, et c'est ça qui est difficile, c'est que en tant qu'influenceur, qu'il soit en fait un bon cachet, là, on s'entend là, les influenceurs ne demandent pas en fait des valeurs maintenant juste des valeurs, comment est-ce qu'on dit ça, honorables ou encore juste par Symbolique. symbolique. Exactement. Ils reçoivent vraiment des montants que ça peut aller jusqu'à 500, 800 dollars US, là, dépendamment du jeu, dépendamment de l'éditeur. Et donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on devient déconnecté véritablement de la valeur d'un jeu de société. Et encore une fois, à titre d'exemple, je n'ai pas reçu de montant comme ça pour un Kickstarter, mais à chaque mois, on avait environ 350 dollars par mois de dépenses à l'imaginaire quand on avait une commandite avec eux. Et ça, c'est un énorme montant. Et donc, moi, en tant que tel, je reçois tout ça. Je fais la promotion de ça, mais à un moment donné, cette portion-là, en fait, d'investissement, c'est-à-dire que moi, je reçois un jeu, ben, je n'ai pas payé pour, je fais juste investir du temps dans la chaîne. Ça fait en sorte qu'il y a une déconnexion qui se passe à un moment donné qu'influenceur sur la véritable valeur. Fait que quand moi, je regarde un Kickstarter, je regarde est-ce que le projet m'interpelle? Oui ou non, je contacte l'éditeur, je dis écoute, pour un certain montant, je suis prêt à te faire une vidéo, parfait, je reçois ce montant-là, je fais la vidéo, je reçois une copie gratuite. À ce moment-là, le montant que les gens vont avoir à payer, puis la petite case du reward, moi, elle m'importe très, très peu, voire pas du tout. Et donc là, je ne critique plus un jeu, en fait, pour la valeur achetée, mais bien pour le jeu en tant que tel. Et ça fait en sorte que je peux avoir vraiment un décalage. Et surtout, en fait, ça, on en avait parlé précédemment, là, le billet que je peux avoir. Donc, évidemment, quand on me paye pour faire une vidéo, habituellement, c'est pour faire ressortir les beaux côtés, les bénéfices d'acheter ce jeu-là. Mais du moment que moi, mettons, ce jeu-là en tant que tel auquel je pense, j'avais aucune idée de la valeur la valeur que les gens payaient pour obtenir ce jeu-là. Donc, moi, je l'ai évalué. J'ai fait la vidéo, j'ai montré les bons côtés, j'ai montré qu'est-ce que je trouvais intéressant. Moi, il ne m'interpellait pas plus, mais j'ai probablement incité des gens à acheter ce jeu-là.
Et je serais curieux de savoir, en fait, le nombre de personnes qui ont voulu débourser parce que c'était quand même un très gros montant. Là. On parle de. Il y a quand même. Peut-être, je pense que c'était pendant le COVID, justement. Et le jeu coûtait à peu près 200-250 $. Là. C'est facile. Mais le nombre de personnes qui ont payé ce montant-là et que finalement, ils reçoivent le jeu et que finalement, ben, premièrement, ils n'ont pas eu véritablement mon opinion. Mais deuxièmement, est-ce qu'ils en ont eu pour leur argent en bon québécois? Parce que c'est bien beau d'avoir du matos. Qu'en est-il du gameplay? Et Effectivement, c'est un effet très pervers. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, Vincent, là-dessus. Quand tu payes pas ton jeu, est-ce que tu vas évaluer un jeu de la même façon si tu dis c'est un jeu à 50 $, c'est un jeu à 100 $, c'est un jeu à 150, 200? Est-ce que ta critique du jeu en tant que tel va changer selon le prix que tu as payé? Là, je prends un exemple. Si on prend, par exemple, les châteaux de Bourgogne. Bon, le jeu de base ouais, vend quoi? Une quarantaine de dollars, peut-être 50 aujourd'hui, le jeu normal. Là. exact. Ils ont sorti la version de luxe, super extra méga giga de luxe, là, qui se vendait quoi, 300, 400 dollars, même peut-être même plus là, sur GameFound. Ouais, Est-ce que le jeu est meilleur parce qu'il t'a coûté plus cher ou il est moins bon parce que, en fait, en théorie, ça reste le même jeu derrière. Tu as juste payé 10 fois le prix pour exactement le exact. même produit au final. Mais c'est sûr Tout que à si tu fait. reçois le jeu à 500 $ gratuitement, est-ce que tu vas te permettre de le critiquer que ouais, il vaut 500, mais est-ce qu'il vaut vraiment ça? Est-ce que ça change l'expérience à ce point que ça vaut la peine de payer les 400 $ de plus? Tout à fait. C'est quelque chose que je trouve qui est très difficile à déterminer. Et surtout, en fait, c'est comme le cercle vicieux. Parce que nécessairement, moi, en tant que tel, mettons que j'étais encore influenceur, j'avais un contact très, très intime avec Awaken Realms, qu'il me sort tout le temps, en fait, une manière d'aller chercher un prototype là, de cette version de Luxe Plus Plus Plus. Je reçois le matos en tant que prototype. Je le sais que ce n'est pas leur dernier. Je le sais qu'ils vont en faire d'autres. Et moi, j'ai tout intérêt à dire les bénéfices d'avoir cette nouvelle édition-là parce que ben, je veux garder ce lien-là étroit avec eux. Et en plus de ça, je veux entretenir le fandom pour qu'ils puissent voir la valeur ajoutée de me contacter, de m'offrir ce prototype-là. Puis après ça, à un moment donné, ben, ça fait un peu, une traînée de poudre. Traînée de poudre, c'est ça qu'on dit? En tout cas, hey, j'ai de la misère avec mes expressions Ça ce fait boule de soir. neige. Ouais, c'est ça exactement. Il fait boule de neige. Et là, à un moment donné, ben, moi, en tant que tel, c'est sûr que je perds un peu, dans un certain sens, euh, mon, mon intégrité jusqu'à un certain point. Et surtout, en fait, on n'évalue plus nécessairement le jeu pour ce qu'il est. J'évalue le jeu pour la relation que je veux entretenir avec l'éditeur. Fait que là, en tant que tel, il y a cette tension-là, qui est derrière la caméra, que les gens ne réalisent pas du tout. Et surtout, en fait, ce que je trouve le plus pervers là-dedans, c'est que il y a très peu de gens, à ma connaissance, qui parlent de ce genre d'enjeu-là dans le milieu du jeu. Surtout des gens qui vont faire la promotion de jeux Kickstarter. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui vont expliquer cette tension-là qu'ils vivent. Parce qu'une fois qu'ils révèlent cette tension-là, ben là, après ça, il y a un peu de leur crédibilité qui vient d'être mis à la poubelle. Et de l'autre côté, ben, si à un moment donné, les éditeurs commencent à savoir que ben, la personne partage un peu cette dualité-là qui vit, ben, c'est certain qu'il y a certains éditeurs qui vont dire ben écoute, too bad so sad, si t'aimes pas tant nos jeux que ça, pourquoi est-ce que tu fais la promotion puis que dans notre dos, tu révèles que t'aimes pas le jeu, t'sais? Ouais, mais ça, faut pas que tu le dises dans leur dos, en fait. Mais, C'est tu ça. sais, la job d'influenceur, c'est tout simplement une compagnie de marketing, être influenceur. C'est ça que tu fais. Tu es une boîte de publicité, tu fais de la pub pour les éditeurs.
ou pour les distributeurs ou qui que ce soit. Mais en fait, tu ne fais pas ça pour le plaisir du consommateur, pour faire plaisir, à part nous autres, là, qui ne fait pas une scène avec ça, puis qui vraiment, c'est pour ça qu'on se permet de dire à peu près n'importe quoi. Mais en fait, c'est ça, quand tu fais une vidéo comme ça, tu es payé ou tu reçois des jeux, ben, tu es rémunéré dans un sens. Et la compagnie fait ça dans le but d'avoir de la publicité, tout simplement. Donc, tu es un outil de marketing, tout simplement. Donc, tu ne Oui, fais plus exactement. une critique, tu fais une publicité. Exact. Et donc là, les gens vont trouver des manières de pouvoir rephraser ça pour dire, ben, on ne fait pas des critiques, on ne fait que présenter le jeu. Mais au final, je trouve que c'est vraiment une zone grise qui, malheureusement, n'offre pas nécessairement le côté médiatique habituel qu'on aurait, par exemple, dans un média un peu plus traditionnel, là, je pense, admettons, à TVA, Radio-Canada, il y a quand même, en fait, un côté journalistique qui est là, même s'ils ont leurs intérêts, puis ils ont leur code d'écoute à respecter, etc. Ça, j'en conviens, mais ça reste quand même qu'il y a comme une intégrité qui reste, qui est tout de même présente, et que c'est pas, en fait, c'est pas du tout une chaîne de vente en soi. Mais tu sais, tu parles Et de à TVA. contrario, Hey, écoute, je vais te parler oui, d'une petite anecdote rapidement. Quand oui, mon oui, jeu Rami Rami est sorti, il a passé rapidement à Salut Bonjour à TVA. OK. Euh, Comment ça se fait? C'est qu'en fait, Normand D'Amour a été invité directement à Salut Bonjour. Évidemment, Normand D'Amour, oui, il est reconnu comme étant un gros amateur de jeux de société, mais il est aussi actionnaire chez Randolph. Donc, c'est pas un hasard. Évidemment, il est allé présenter plein de jeux. Il a présenté que des jeux Randolph. Il n'a rien présenté d'autre. Il a présenté des jeux qui étaient distribués par Randolph. Donc, soit des jeux édités ou distribués. Donc, on voit qu'il est allé là, oui, parce qu'il était un connaisseur, puis ça reste une vedette au Québec, mais à la base, il était là pour faire de la publicité pour sa compagnie. Oui. Même si des fois ça paraît plus subtil, c'est quand même, ça reste ça. Et je me demande si c'est pas Randolph qui a payé pour avoir sa présence, ce qui est fort possible aussi. Peut-être, tu sais, mais en même temps, il y a comme ce côté-là journalistique, tu sais, parce que Salut Bonjour, il aurait pu avoir quelqu'un vraiment, un journaliste qui s'intéresse aux jeux de société, tu sais, qui aurait pu être là, puis tu sais, par circonstance, il se retrouve là, puis hey, je vous présente différents jeux de société. Oui, OK, cette personne-là a des billets, mais ça reste qu'on la retrouve dans d'autres médias et on est capable de voir sa plume en tant que telle. Mais quand on a sa propre chaîne de jeux de société, à un moment donné, ta plume ne se retrouve pas à gauche puis à droite. Ce qui se passe, c'est que c'est ta chaîne et tu commences à avoir cet endroit-là qui devient techniquement un espace quasiment un espace commercial. Et c'est ça qui devient tendancieux avec le temps. Et pourtant, en contrario, je refais du pouce sur ce que Boris fait avec la rue du jeu. Euh, Ouais, Boris ben, a ce justement, désir-là. Comment, excuse-moi, Pierre? j'allais justement te dire ça, en fait, parce que je trouvais que tu prenais un peu de raccourci sans parler de Boris. En effet, ben vas-y donc, Pierre. Explique-nous pourquoi je parle de Boris. Pourquoi on parle de Boris. Ouais, j'imagine que tu allais ajouter une nuance à tes propos en parlant de Boris, parce que tu considères que Boris, c'est pas dans ce que tu dis. Exactement, tout à fait. Puis pourquoi il n'est pas dans ce que je dis, Pierre? Ben parce que il se permet de faire des critiques absolument objectives et négatives si c'est nécessaire quand il n'aime pas un jeu. Exact. Mais Boris a aussi un background journalistique. Et ça, c'est le côté, en fait, qui est interpellant de chez Boris, parce que c'est quand même un académique, Boris. Il a des études, il a une tête sur les épaules, et sa manière d'aborder sa chaîne, c'est de se dire, ben moi, je veux avoir
je veux garder un espace pour mon opinion personnelle, mais aussi avoir un espace journalistique pour faire le travail que j'aime au final. Mais et ce qui est arrivé, admettons, puis je peux donner l'exemple de l'école du jeu, et ça commence toujours, en fait, tu sais, comment est-ce qu'on dit ça? On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais tu sais, ça commence toujours par des bonnes intentions. Je vais parler de l'école du jeu. Et mon but, c'est pas de faire une analogie avec l'enfer, là, avec l'école du jeu, c'est pas du tout ça. Mais c'est de dire que au départ, quand JP a commencé la chaîne, ben, c'est certain que lui, son objectif, c'était de faire des vidéos parce qu'il aimait ça. Il aimait présenter des jeux de société, il voulait partager sa passion. Il y avait comme but, comme objectif, c'est certain, derrière la tête, de se dire, ben, tu sais, si à un moment donné, je peux commencer à grossir, puis aller chercher une certaine commandite ou aller récupérer des jeux gratuitement, très bien content. Mais le problème, c'est que une fois qu'on est dans la machine, et ça, c'est un peu, en fait, un effet, puis là, je vais aller dans un côté hyper, très philosophique, là, en disant ça, mais une fois qu'on est pris dans cette roue, cette mécanique-là, d'un système que je nomme comme étant technicien, c'est-à-dire un système technicien, c'est un système qui est axé vers l'optimisation, vers la performance, vers la croissance infinie. Ben, à un moment donné, tout devient en fait un moyen pour accéder au prochain niveau, puis accélérer en fait ce processus-là en soi. Donc, à un moment donné, on avait les jeux gratuits, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'effet pervers, c'est que pour être capable de rester en fait dans la loupe, puis pour garder cette exclusivité-là d'avoir des jeux gratuitement, ben, il fallait continuer à avoir de plus en plus d'abonnés, avoir de plus en plus de vidéos, avoir de plus en plus de views et à ce moment-là, avoir de plus en plus de contacts pour être capable de garder la cadence. Puis là, à un moment donné, ça commence à tourner et là, ça n'arrête plus. Et ça, c'est un autre sentiment. Puis là, on va carrément ailleurs. Puis je ne m'attendais pas à ça en parlant de ce sujet-là. Mais comme ancien influenceur, je finissais ma vidéo et je le savais systématiquement que cette vidéo-là était déjà désuète et il fallait que j'en reparte une autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment un effet pervers parce qu'au final, on fait juste tout le temps rouler la machine et il n'y a Pourquoi jamais tu de dis qu'il y a fin à ça. 18? Parce que du moment que je dis ça un peu de façon. Je dis ça de façon un peu pessimiste, là, c'est très péjoratif de la manière dont je l'explique. Mais c'est parce que pour moi, c'est que ma vidéo en tant que telle, elle survit sur le web pendant 5 heures à 24 heures tout au plus. Parce qu'après ça, ben, l'algorithme ne la suggère plus et il faut que quelqu'un trouve cette vidéo-là volontairement en écrivant des mots-clés. Et si la combinaison de mots-clés correspond exactement à ma vidéo, alors là, à ce moment-là, ma vidéo va être vue, va être parmi les premiers choix de l'auditeur. Et il faut qu'il clique volontairement sur ma vidéo pour être capable de créer un visionnement. C'est pour ça que je dis que du moment que je la publie, elle est déjà désuète parce que je suis littéralement en train d'acheter des sacs de lait qui ont une semaine, d'ici une semaine, bon, ben, ils tombent périmés. C'est littéralement la même chose. Fait qu'il faut que je me dépêche à aller en racheter d'autres continuellement du lait. C'est la même affaire avec mes vidéos. Du moment que j'arrête d'en faire, du moment que j'en ai publié une, il faut tout de suite que je retourne derrière la caméra et que je refasse le processus. Parce que ben, sinon, bon, ben, ça tombe dans les limbes. C'est la même Et si je chose ne produis avec pas. YouTube ou Oui, avec les Facebook, les TikTok, les Instagram de ce exact. monde. Il faut publier à tous les jours pour avoir du reach, pour que l'algorithme vienne te chercher et te suggère. Si tu fais une Exact. publication par semaine, c'est sûr que si t'es aidé une fois par semaine, toujours au même moment, ça peut fonctionner, mais tu as beaucoup moins de chances que si tu y vas une fois par jour, toujours à la même heure et récurrent. C'est la problématique des réseaux sociaux. C'est vraiment ceux qui publient le plus, c'est eux autres qui ont le plus de chances de se faire voir, ce qui est quand même logique dans un sens. Si tu publies une fois par semaine, tu as un contenu par semaine. Si tu publies une fois par jour, tu as 7
contenu par semaine. Donc, techniquement, tu devrais Exact. avoir 7 fois plus de vues, en théorie. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, c'est que présentement, nous autres, à l'école du jeu, justement, on était dans un pattern de faire des vidéos 5 à 7 vidéos par semaine, et même plus des fois. Fait que ça faisait. Puis on avait des moments précis où est-ce qu'on les publiait, où est-ce qu'on le savait qu'il y avait plus de trafic. Et donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, en tant que tel, et là, ça fait en sorte que tu perds encore plus la carte au niveau de la valeur du jeu de société, parce que mon jeu de société ne vaut plus, n'a plus une valeur ludique, il a une valeur commerciale slash médiatique. Fait que le jeu que je veux promouvoir, le jeu que je veux mettre de l'avant, c'est le jeu de l'heure, c'est le jeu qu'on va voir être réitéré dans le De feed l'heure, Facebook de c'est le tous cas de un le chacun. dire, en fait, parce que la prochaine heure, ça sera plus ça. Oui, c'est ça, exactement. Et là, après ça, on a cet effet pervers-là parce que c'est bien beau que je reçois. Tu sais, c'est bien beau que, par exemple, Sylvain reçoive une copie de Wingspan avant tout le monde à l'époque. Mais c'est plate à dire, mais tu sais, quand Sylvain a publié sa vidéo de Wingspan, il y en avait 10 autres qui avaient publié en même temps. Fait que comment est-ce que tu fais pour te démarquer? Ben, c'est en faisant en sorte que tu publies une autre vidéo avec le prochain hit de l'heure. Et là, tu ne regardes plus les jeux en fonction de leur valeur ludique à tes yeux. Tu regardes le produit médiatique que ça peut être devenir, le potentiel qu'il peut y avoir pour que ma chaîne puisse devenir de plus en plus grande, tu sais, de plus en plus grosse et de plus en plus populaire. Et ça, c'est un autre effet pervers du fait que quand la popularité commence à augmenter, à un certain moment, ce qu'on cherche, ce n'est plus la profondeur nécessairement du contenu, ce n'est plus nécessairement une qualité de contenu, mais c'est en quantité et vers des jeux qui sont populaires, vus, qui sont réputés, Ou à non pas l'inverse, pour leur... complètement en dehors des sentiers battus, en fait. Tu vas aller parler de Oui, jeux que personne d'autre va parler. Puis là aussi, tu vas aller chercher un certain reach parce que tu vas te distinguer des autres. Ça, c'est une autre façon. Puis en fait, si je regarde Dice Tower, ils le font de plus en plus, aller chercher des petits jeux d'importation, des trucs un peu plus obscurs, des micro-éditeurs indépendants. Donc, ils ne parlent plus autant des gros jeux, des méga sorties, là, des trucs vraiment que tout le monde attend. Là. Ils vont aller beaucoup parler des petits jeux parce que les petits éditeurs comptent sur eux pour en parler. Mais le problème, si je oui, regarde Dice Tower, je ne les regarde à peu près plus parce qu'ils ont tellement de contenu maintenant. Ils publient plusieurs vidéos par jour et ça finit par se noyer dans leur océan de contenu. Et chacune de leurs vidéos a à peine 1000 vues de ce temps-ci. Donc, ouais, parce qu'ils exact. en font trop. Ils en font beaucoup trop. Fait qu'à l'inverse, eux autres, ils ont complètement débordé de l'autre côté. Fut une époque où c'était la chaîne à consulter. Mais maintenant, ils ont perdu beaucoup de plumes dans les dernières années. Là. Exactement. Puis encore là, tu sais, puis à ça, je vais amener peut-être une nuance par rapport à ce que tu dis, par rapport au contenu qui est peut-être inconnu. Puis je vais te donner en fait 2 exemples très clairs. Euh, j'ai fait une vidéo sur Sidereal Confluence avant que Sidereal Confluence soit super populaire. Et là, Il à un a-tu moment donné, déjà ce qui été s'est super passé, populaire? hein? Il a- Ben oui, à un moment donné, ce qui s'est passé. Non, mais Pendant à peu regarde, ça, près c'est même pas une 30 minutes, là, il a été super populaire. Non, non, mais tu dis ça, là, mais c'est que ce qui est arrivé, c'est que moi, j'en ai parlé quand il est sorti en 2017. Tout le monde a fait OK, c'est n'importe quoi, ça a l'air du grand. Ça a l'air, c'est ça, ça a l'air du grand n'importe quoi. Parfait, pas de problème. Mais moi, j'en parle, puis je suis super excité par rapport à ce jeu-là. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe soudainement? Out of the blue, euh, les gars merde, Shut Up and Sit Down font mention de ce jeu-là, ils disent que c'est la perle de l'heure. Et là, soudainement, qu'est-ce qui se passe? T'as WizKids,
qui décide de sortir une nouvelle édition avec un artwork qui a de l'allure, qui a du gros bon sens. Et là, après ça, soudainement, on voit un peu ce jeu-là regagner en popularité. Ça, c'est un mini-exemple. Puis le but, c'est pas de dire, OK, bon, ben là, attends un peu, c'est pas vraiment un jeu populaire, whatever. C'est que il y a des moments où est-ce que ces jeux-là méconnus vont avoir un peu un 15 minutes de gloire. Mais il y a d'autres moments où est-ce que même, tu sais, puis un contre-exemple, c'est Natsumemo. Natsumemo, c'est un jeu hyper underground que personne connaît, que les seules personnes qui connaissent ce jeu-là, c'est probablement à cause de moi ou à cause de quelqu'un d'autre qui est allé au Japon en 2019 qui a pogné une copie de ce jeu-là. Il a été joué live sur Balado Ludique, ce jeu-là. Juste te rappeler. Oui, je sais, mais c'est qui vous l'a montré? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je n'étais pas dans Balado Ludique à l'époque. Mais OK, il y a même c'est ça, une petite possibilité que Locomuse fasse la localisation de ce jeu-là à une certaine époque aussi. Oui, exactement, parce que j'en avais parlé avec Simon. Mais bref, ce jeu-là en tant que tel, quelqu'un ferait une vidéo sur Natsumemo cette année, que ce soit Dice Tower, peu importe, tant que c'est pas un gros joueur qui parle de ce jeu-là, il va toujours rester en dessous de la table. Et donc, de publier continuellement du contenu sur des jeux plus méconnus, c'est difficile de faire sa marque, à moins d'être un gros joueur déjà dans l'industrie. Ce que tu parles par rapport à Dice Tower, et c'est ça la différence, c'est qu'eux autres vont jamais faire de Kickstarter. Ils vont seulement parler d'un jeu une fois qu'il est sorti, qui est sur les tablettes. Et ils font ça volontairement parce qu'ils veulent s'assurer que quand la personne décide de partir puis vouloir acheter un jeu grâce à leur review, ben, qu'il soit disponible ici, là, maintenant. Puis comme tu dis, le gros problème, c'est qu'ils en publient encore et encore et encore. Et malheureusement, ben, à un moment donné, c'est ça, ils se perdent eux-mêmes dans leur contenu. Mais eux autres, c'est qu'ils ont opté pour une sortie massive de plusieurs vidéos par semaine. Versus si on regarde Shut Up and Sit Down, eux autres se sont concentrés au départ pour faire leur popularité. Ils sont sortis avec une ou deux vidéos, en fait, par semaine qui allaient qui allaient avoir un côté très théâtral, un côté très artistique et surtout qui allaient attirer le public, qui allait trouver, en fait, un public très, très large parce qu'il y avait ce talent-là pour faire une forme de journalisme, premièrement, sur le jeu, mais aussi une forme théâtrale à la limite. D'où pourquoi est-ce que présentement, Shut Up and Sit Down ont la popularité qu'ils ont et que là, ben, c'est certain qu'ils se sont en allés vers de quoi d'un peu plus commercial, ou est-ce que là, présentement, ben, quand ils font une promotion d'un jeu de société, ben, habituellement, c'est qu'il va y avoir un montant qui est derrière. Et à mon avis, c'est aussi une des raisons pour laquelle Quinn a décidé un peu de mettre de côté Shut Up and Sit Down, puis aller faire d'autres vidéos là, en à côté sur une autre chaîne, un peu plus sur le jeu de société at large, parce que lui s'intéressait en fait au phénomène du jeu de société et comment chaque jeu qu'il présentait sur sa chaîne avait quelque chose de différent, et présentait une expérience en soi qui sortait du lot. Alors que là, présentement, ils sont plus dans une forme d'explication des règles. On fait quelques blagues ici et là, on a du plaisir, on veut que ça ait l'air le fun, on veut que ça fasse mousser les ventes. Fait que voilà. Est-ce qu'il fait de l'argent avec ce petit sideline? C'est une très bonne question, mais à mon avis, je pense qu'il fait l'argent qu'il a à faire avec Shut Up and Sit Down parce que ça reste un des propriétaires principaux. Et puis, ben, avec le reste, il va s'amuser. Lui, c'est vraiment, il fait ça pour le plaisir. Il va dans différents universités. Ben, pas juste pour le plaisir, mais c'est devenu un peu son travail d'aller dans des universités, dans des conférences. Et il fait vraiment des présentations qui sont plus larges sur le jeu avec un grand J
que sur des jeux en tant que tels. Fait que c'est ça. Je te dis ça sous toute réserve parce qu'évidemment, je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas discuté avec lui. Ça se peut que je me trompe aussi. À ma connaissance, c'est là où est-ce qu'il était rendu. Comme je te dis, présentement, on le voit très peu, voire rarement sur la chaîne principale parce que justement, il a décidé de partir dans une autre direction avec le jeu de société. Ça me fait penser un peu à Euh, Monsieur Fall, en fait, qui était à Trick Track à l'époque. Qui, en fait, quand Trick Track a été vendu, il est resté là pendant, si je me souviens bien, pendant 1 an. Parce que c'était dans le contrat de vente de Trick Track. Et aussitôt qu'il a fini son année, lui est complètement parti et a même complètement délaissé le jeu de société. Il ne parle à peu près plus jamais de jeux de société, sauf quand on l'interpelle, puis il va aller donner son opinion, mais il n'y a plus de chaîne là-dessus. Il parle de vélo maintenant. Il est complètement ailleurs et lui a complètement décroché du jeu de société. Parce que justement, l'espèce de gimmick ultra commercial, il en avait vraiment. Il était écœuré. Il était plus capable de ça. Fait qu'il s'est vraiment complètement dissocié de ça. Il y a encore des opinions vraiment très intéressantes quand il est invité à certains endroits. Si je me souviens bien, il va être au Festival des médias ludiques à Toulouse, justement, pour parler, mais il est vraiment invité seulement dans des grandes occasions ou quand il y a des grosses nouvelles ou quoi que ce soit, puis on veut son opinion. Je voulais te parler exact. de cette petite chaîne-là ici. Je ne sais pas si tu la connais, Vincent, Taylor's Trick Taking Oui, Table. Quand je parle oui, de chaîne qui va chercher vraiment des jeux obscurs, Taylor Reiner qui se spécialise, lui, dans les jeux de pli, donc les jeux de levée. Des fois, elle va aller chercher aussi des jeux de défausse, donc des jeux de shading. Mais c'est surtout oui. les jeux de pli. Et lui, il va chercher normalement, parce qu'il y a des contacts, surtout au Japon. Donc, il va aller chercher, je pense qu'il a même vécu en Asie pendant un certain temps. Et il va chercher tous les petits jeux de levée qui vont sortir au Japon. Et il va faire des Oui. critiques. Et il fait ça vraiment à la bonne franquette. Je ne sais pas si tu as déjà regardé ses vidéos, là, c'est Oui. très, très petit budget. Il y a un contenu extrêmement niché, mais quand je parlais vraiment d'aller chercher des jeux pour se sortir du lot, lui a vraiment sa spécialisation dans le jeu de pli. J'aime beaucoup ce Oui. qu'il fait. Normalement, il va jouer quelques plis ou voire même une partie du jeu. Expliquer ensuite de ça, c'est son opinion sur le jeu, sa critique et être assez franc là-dessus aussi. Donc, Oui. c'en est un influenceur que je respecte beaucoup parce qu'il fait ça de façon très artisanale et c'est un passionné. C'est aussi un auteur de Oui. jeux d'ailleurs. Il a sorti quelques jeux, dont le fameux Of What's Left, qui est vraiment un petit bijou, ou en fait qui s'appelle Sears Catalog chez Bézier Games. Vraiment un Ouais, excellent c'est jeu. ça. Mais tu vois, ouais, c'est ça. Mais tu vois, lui, puis c'est ça qui est le hook, en fait. C'est que présentement, les chaînes vont trouver leur public quand ils trouvent une niche qui n'est pas, où est-ce qu'ils deviennent un peu ultra spécialisés. Et donc, des chaînes at large comme Shut Up and Sit Down, comme Dice Tower, à mon avis, à moi, ça n'existe. Celles qui sont déjà là vont être celles qui vont être juste ad vitam aeternam jusqu'à temps qu'ils décident de quitter. Euh, Rares sont celles qui vont être capables de pouvoir euh, rester en vie, mais non seulement ça, gagner en popularité parce qu'il y en a trop. Alors qu'un gars comme Taylor Strict Taking Table va se retrouver dans une niche ultra spécifique qui, là, présentement, en plus il est vraiment, vraiment précis dans ce qu'il fait, gagne en popularité aussi. Donc, nécessairement, en gagnant en popularité, c'est certain qu'on va le voir davantage. Fait que là, lui, en soi, il a un peu le vent dans les voiles parce que ben, le trick-taking puis le shading, c'est les grosses mécaniques de l'art, je vais le dire comme ça. Mais en même temps, ces vidéos
n'ont pas, ils accotent pas du tout, ils accotent même pas en fait les visionnements. C'est ça qui est comme dommage, c'est qu'ils accotent même pas les visionnements de Dice Tower. Quand tu regardes là, justement ces dernières vidéos, on parle de une centaine de vues tout au plus, là, moins de 1000 vues en fait en tant que tel. Et ça démontre aussi que il y a des gens qui vont trouver cette niche-là, qui vont être interpellés par cette niche-là et qui vont devenir un peu tu sais, il va y avoir vraiment un fandom autour de cette chaîne-là, de ces joueurs-là, parce que, ben, ils trippent sur cette niche. Et ça, bon, ben, on va en voir de plus en plus. Moi, je pense notamment là, à Board Gems. Board Gems, qui est un Canadien qui a sa chaîne avec de pizzeria. Je pense que j'en avais parlé là, justement là, au dernier épisode. Ben, lui, il commence à trouver un peu son public, sa niche. Pourquoi? Parce qu'il parle de jeux accessibles pour monsieur, madame, tout le monde, qui date d'il y a plusieurs années. Fait que lui, en tant que tel, il trouve vraiment quelque chose de. Il trouve un peu son public grâce à ça. Fait que, en effet, quand tu t'en vas un peu plus dans le niché, tu vas avoir un public qui est très fidèle, mais tu n'auras jamais autant de views que la grosse chaîne qui est là depuis longtemps et qui fait du vidéo grand public depuis longtemps. Fait qu'on se retrouve vraiment avec, en fait, ces deux côtés-là. Puis l'avantage aussi de Board Gems, de Taylor Strict Table, c'est que ces gars-là restent fidèles à eux-mêmes parce que finalement, ce qui les nourrit, c'est premièrement leur authenticité, mais c'est aussi les gens qui les suivent. Les gens qui les suivent, ils veulent avoir, ils veulent avoir Taylor, puis l'opinion de Taylor, puis ils veulent avoir qu'est-ce que Taylor fait. Fait que lui, il gagne encore plus à s'ancrer dans son opinion personnelle, s'ancrer dans qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il apprécie. Ben, Le problème, c'est qu'après ça, oui, si je prends cet exemple-là, en fait, c'est parce que en fait, Taylor est tellement niché dans ce qu'il fait que il est rendu tellement un expert dans le jeu de pli, dans le jeu de levée. Si tu veux savoir ouais, si un jeu de pli est bon, tu lui demandes à lui. Il en a joué à peu près 800, 1000, 2000, je sais pas. Fait que ouais, son opinion est pour moi, si je veux avoir l'opinion sur un jeu de pli, c'est lui que je vais voir parce que il les a tous joués ou presque. Donc, ouais, c'est sûr que son opinion compte beaucoup plus pour moi. Pour moi, la qualité du vidéo, j'en ai rien à cirer, honnêtement. Puis il me fait toujours rire parce qu'il met toujours des espèces de pions étranges à tous les joueurs mais qui ont toujours un petit lien avec le jeu. Là. Écoute, il y a sa saveur particulière. C'est ce genre de vidéos-là, moi, que j'aime. C'est des vidéos que je trouve qui ont des âmes et qui ne sont pas léchés, qui ne sont pas surproduits. ouais. C'est sûr que c'est moins esthétique, mais pour moi, c'est du travail de passion, d'un passionné et non pas du travail éditorial avec 500 heures de vidéos derrière. Là. Exact. Donc, de ce côté-là, puis en fait, c'est que ces gens-là gardent un peu leur intégrité parce que ben, c'est quelque chose qu'ils font par plaisir, on the side. Il n'y a pas d'attente en tant que telle. Puis, tu sais, je reprends l'exemple de Boris. Boris, lui, sa chaîne fait ça en à côté. Il y a ses fans sur Ko-fi qui lui donnent un certain montant mensuel. Donc, ça aussi, c'est une manière de pouvoir entretenir sa chaîne sans passer par le médium traditionnel, c'est-à-dire les éditeurs, les distributeurs m'envoient des jeux, m'envoient un montant pour que je produise du contenu. C'est vraiment les fans qui décident volontairement de donner à la personne. Et donc, on donne à quelqu'un en particulier pour qu'il garde son intégrité, qu'il garde un peu son opinion personnelle. On le fait aussi par amicalité. On le fait parce qu'on apprécie le contenu. Donc, ça, c'est vraiment, si j'étais pour redémarrer une chaîne un jour, ce serait probablement la manière que moi j'aborderais ça, de rester intègre à moi-même
et de pouvoir avoir une niche précise et que ben, j'ai du plaisir à le faire parce que des gens, même si c'est une communauté de 50 personnes, si j'ai 50 tripeux, on a du plaisir à faire ça, qu'on a des running gags, qu'on a du monde autour, que j'ai du monde autour de la table qui aime ce que je fais, qui ont envie de me nourrir par rapport à ça. Ben, tu sais, c'est ça le jeu, là, au final. C'est ça qui est En fait, agréable. Tu rencontres. tu viens de décrire parfaitement Balado Ludique, en fait. Euh, Oui, Balado Ludique, c'est ça qu'on fait. Écoute, on fait des vidéos, puis on les fait live. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de faire de montage après. C'est merveilleux pour ça. ouais, C'est une des raisons pour qu'on le fait live, en fait. Euh, donc, on fait. Il n'y a pas de préparation, nos vidéos. On s'entend. On se parle 2 heures avant la vidéo. Puis, OK, c'est quoi ton sujet? Puis, je demande à Pierre, OK, c'est quoi le numéro 41 puis 40 que vous saurez bientôt. Puis, ça se limite à ça, notre préparation. Là. Nous autres, on est vraiment ouais, sans filet comme Michel Bergeron. Là. Donc, ouais. on Mais est. moi, je te l'ai dit 15 minutes avant qu'on starte. Fait que. Ouais, j'ai zéro préparation, j'ai pas de surprise. Ben, ça sort avec toi, il n'y a jamais de surprise. Mais Non, c'est écoute, ça, je suis pas un sujet, gars on pourrait surprenant. partir pendant encore une demi-heure là-dessus, mais il faut peut-être te coucher. J'ai l'impression que tu vas te changer en citrouille bientôt. Et là, Oui, c'est Pierre est ça. en train de Ben, s'endormir. Là. Écoute, c'est à son âge, là, passer 9 heures, c'est pas facile. Là. non, en effet. Fait que voilà. Mais je vais quand même rester un petit peu là, tu sais, pour écouter Pierre puis un peu l'attaquer. Mais ce que j'aimerais surtout, Pierre, Ah, tu as-tu quelque chose l'attaqueras à pas. dire? Tu l'attaqueras pas, je te le dis tout de suite. Moi, je le sais, c'est quoi le 41-40. J'ai eu le scoop tantôt. Si j'ai quelque chose à dire, ben, je pense que tu as pas mal tout dit, là. Si j'avais quelque chose à dire, ça ferait juste encore plus rallonger la chose. Puis ça a l'air qu'il faut que tu te coucher. OK, fait, attends un peu. Es-tu vraiment en train de dire que j'ai tout dit puis que t'as rien d'autre à dire? Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, là. Ça veut dire que j'ai une réflexion poussée et bien critique et surtout à la hauteur de tes attentes. Ben, j'avais pas vraiment d'attente, honnêtement. Yes, la meilleure façon de ne pas être déçu, c'est de ne pas avoir d'attente. Ça, c'est d'ailleurs la Tellement, devise de Balado Ludique. t'es tellement poche, Pierre. Tu sais, c'est comme, t'as tellement pas de manière de juste me flatter dans le sens du poil. Il faut absolument que tu me dises, j'avais pas d'attente avec toi, Vincent, parce que faut pas que j'en aie, parce que sinon, je vais tout le temps être déçu. Sur ce, merci, je me tais. Puis je m'en Mer- vais quand ça me tente. Merci Vincent. Je vais laisser la parole à Pierre. OK, on est rendu déjà à presque 45 minutes d'enregistrement. Et Pierre, ça va être le numéro 41. Je vais quand même répéter encore les premiers 40. Voyons, c'est quoi donc? 50 à 42. Ouais, 50 à 42, je vais vous donner ça parce que il y en a qui n'étaient pas là. Donc, 50, on parle de Volko Ruhnke. 49, Richard Lonius. 48, Richard Emblem. Et 47, Rob Davio. 46, Jean-Louis Roubira. 45, Bruno Feduti. 44, Richard Borg. 43, Matthew Kirby. Et 42, Eric Solomon. Et le numéro 41 que j'ajoute à la liste est... Numéro 41 est M. Andreas Seifert, qui est peut-être un nom peu connu pour les personnes qui nous écoutent, parce que, en fait, c'est pas une superstar du jeu de société. Il fut un temps où il l'était, mais puisqu'il est vraiment moins actif depuis 15 ans, ben, disons que il est plus un nom qu'on associe à un jeu. Ce jeu-là, c'est Porto Rico. Il a quand Euh, même gagné 2 spiels. Exactement, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que Porto Rico est devenu tellement son emblème dans sa ludographie, qui est assez modeste d'ailleurs. Je veux dire, elle est bonne, mais elle est en bas de 30 jeux. Mais il reste quand même qu'il faut le faire. Avec à peine une trentaine de jeux, il réussit à gagner 2 fois un Spiel des CRS et à produire une icône du jeu de société moderne avec Porto Rico. Et le secret de M. Seifert, c'est dans sa profession. Il est comptable.
Et oui, entre Moi, autres. j'ai haï les comptables en plus. Et puis, Pour ceux qui ne le savent pas, je suis comptable de profession. Je pense que c'est un bon temps pour quitter, vous parler de comptable. Bye. Ben, Vincent. Seyfarth est comptable et ça lui a amené une rigueur assez naturelle pour faire des jeux. Mais avant de faire des jeux, il fallait qu'il les connaisse. Et pour connaître des jeux de société, Seyfarth a été très chanceux dans son destin. Il a connu sa future femme alors qu'il était au secondaire. Et il a connu les jeux de société modernes à cause de sa femme, qui avait une famille, qui aimait beaucoup jouer à des jeux de société, de chez Ravensburger, entre autres. Et là, on est quand même à la fin des années 70, début des années 80. Avant ça, M. Seyfarth, sa connaissance des jeux, elle se limitait aux échecs et au backgammon, qui ne crachait pas du tout dessus. Au contraire, il aimait beaucoup, mais il ne s'attendait pas un jour à plonger dans un univers qui était beaucoup plus varié que ça. Et c'est sa future femme, qui est Karen Seyfarth, qui l'a amené là-dedans, avec un jeu qui s'appelle Le lièvre et la tortue. Ni Oh, plus ni moins qui a que aussi le gagné tout. un Spiel d'ailleurs. En fait, il a gagné le tout premier Spiel de CRS. Donc, c'est quand même quelque chose que un jeu réussisse à produire la carrière d'un auteur de jeu qui est influent. Parce que c'est à cause du lièvre et la tortue que la piqûre a commencé pour M. Seyfarth. Après ça, ben, il a joué à un autre Spiel de CRS, celui de 81, qui était Sagaland, de M. Alex Randolph. Et il a joué aussi à Acquire, de M. Sid Saxon, qui n'était pas un Spiel de CRS, mais qui était nominé la même année que le lièvre et la tortue. Et avec ces trois jeux-là, Attends, Seyfarth, Acquire a été nominé en 1973. en 79. C'est-à-dire OK. la même année que le livre et la tortue. Parce que Mais le lièvre et Acquire, la par contre, tortue, ça date de 73. oui. Mais le livre et la tortue a eu des rééditions. L'édition allemande du livre et la tortue est arrivée à la fin des années 70. Ah, même chose pour L'édition, Acquire, parce qu'Acquire, ça date des années 60, ça semble. exactement. Le premier Spiel de CRS, on s'entend, c'était un prix qui était attribué pas mal à des rééditions. Les premières éditions originales n'étaient pas tellement nombreuses pour la première année du Spiel de CRS. Avec donc ces trois titres-là, Acquire, Le Lieu et la Tortue et Sagaland, Seyfarth a vraiment commencé à découvrir c'était quoi les jeux de société qui étaient thématiques. Parce que ça, c'est une autre particularité de cet auteur-là. On associe souvent les auteurs de jeux allemands, du moins avant les années 2010, je dirais. Euh, les auteurs de jeux allemands, les mauvaises langues disaient souvent, avec quand même raison, qu'il s'intéressait aux mécaniques bien avant de s'intéresser aux thématiques des jeux, à un point tel que quand on jouait à un jeu de société allemand il y a 20 ans, ou il y a 25 ans, ben, on cherchait souvent c'était quoi le lien entre ce qu'on faisait dans le jeu et ce que le jeu représentait. Il y avait des insultes communes comme les fameux cube pushers, qu'on faisait juste pousser des cubes. Donc, on savait pas trop effectivement c'était quoi la thématique, mais on savait qu'on faisait des échanges de cubes, mais c'était très abstract, mettons. Oui, mais pas pour M. Seyfarth. M. Seyfarth, quand il invente un jeu, en fait, depuis toujours, depuis son tout premier jeu qu'il a inventé et publié, M. Seyfarth s'intéressait au thème. Et puis il était incapable d'inventer un jeu sans avoir eu un thème qui lui a inspiré le jeu avant. Et il s'efforçait, une fois que le thème était capturé dans son esprit, il s'efforçait de faire représenter au minimum, par au moins une mécanique dans le jeu, quelque chose qui pouvait être collé au thème. C'est comme ça, par exemple, qu'il a créé son premier jeu avec sa femme qui s'appelait Max und Moritz, qui est en fait inspiré d'une bande dessinée allemande très connue là-bas parce qu'elle se trouve à être en fait l'équivalent, je vous dirais, d'un Tintin pour les Allemands.
à cause de son ancienneté, premièrement, qui remonte au 19e siècle. Et à cause aussi, bien sûr, du fait qu'elle a eu sa longévité. Elle n'a pas été figée dans le temps au 19e siècle. Elle a été republiée, republiée avec le temps et elle est devenue des personnages emblématiques. Les personnages de Max et Maurice sont devenus des personnages emblématiques dans la culture de bande dessinée allemande. Donc, c'est pour ça que Seifert s'est dit, pourquoi pas faire un jeu inspiré de ça? Comme ça, c'est sûr que je vais me faire marquer. C'est quand même Et il drôle avait... parce que l'illustrateur de Maxine Moritz est décédé en 1908. Le jeu est Oui, ben, sorti en 1991. exactement. Quand je dis que la longévité de la bande dessinée a fait son œuvre, c'est ça. Euh, Un peu comme les Dr. Seuss aux États-Unis. un peu comme les Dr. Seuss aux États-Unis, effectivement. L'idée aussi de Seifert, quand je vous dis que le destin l'a vraiment mené vers la carrière de jeu de société, c'est pas seulement parce qu'il a rencontré sa future femme qui l'a introduit à ça, c'est aussi parce que sa future femme aimait tellement les jeux qu'elle n'a pas tardé à vouloir travailler dans l'industrie du jeu. Et elle a commencé une carrière là-dedans en travaillant chez Hansen Gluck. Les Hansen Gluck, c'est l'éditeur de titres qui sont devenus des classiques maintenant, comme par exemple Carcassonne. Euh, et Hansen Gluck a embauché, qui était une toute petite maison d'édition dans les années 80 qui commençait à peine. Elle a été embauchée là-bas parce qu'elle connaissait les propriétaires. Et puis, ben, elle a ensuite migré chez une plus grosse maison d'édition qui, finalement, a absorbé la Hansen Gluck qui s'appelait Schmidt-Spiel, qui existe toujours aujourd'hui. Et c'est chez Schmidt-Spiel, bien sûr, que Max und Moritz a été édité. Et c'est en fait pas mal chez Schmidt-Spiel et chez Hansen Gluck que la plupart des jeux de Seifert ont été édités. Parce que, bien sûr, ben, quand on connaît bien les personnes dans l'industrie, ça va de soi qu'on va faire éditer nos jeux chez ces personnes-là. Je suis sur BGG, son premier jeu officiel, c'est Zorro. The Euh, Fight hmm, Against Alcalde en 1990 chez Schmidt. ouais, on pourrait dire ça, effectivement. Il l'a Mais c'est déjà, un par contre, co-design avec Stéphane Bruck. ouais, c'est ça. Stéphane Bruck, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, était chez Adam Gluck et a migré ensuite chez Ravensburger pour devenir le gérant de la filiale Alea. Et la filiale Alea, ben, bien sûr, c'est la filiale qui a mis au monde Porto Rico, ainsi que la plupart de tous les jeux de Stephen Feld. Donc, Stephen Brook, avant d'être un éditeur, était un auteur, mais aussi un éditeur à temps partiel chez Azenbrook. Et effectivement, c'est un peu avec sous l'idée de Stephen Brook, je pense que Zorro a été édité. Le premier jeu, je dirais que Seifert a généré dans son esprit et qu'il a fait éditer, c'est Max Moritz. Euh, D'ailleurs, Zorro, c'est probablement le jeu de Seifert qui a la moins bonne cote sur Board Game Geek. C'est Oh, pas ça n'a pas fameux, l'air très fameux. bon, effectivement. C'est pas fameux. Le concept est bon, l'idée est bonne. C'est juste que c'est un peu mal exécuté. Le matériel n'était pas tout à fait à la hauteur du jeu. C'est un jeu où les joueurs vont incarner soit des bandits, soit Zorro. Celui qui fait Zorro va avoir un bandeau sur les yeux. Il va devoir se cacher pendant que les autres joueurs vont devoir cacher leurs pions bandits autour de bâtiments tridimensionnels sur un plateau. Et là, ensuite, le joueur qui fait Zorro va devoir enlever son bandeau pour essayer de deviner où est-ce qu'il pourrait placer son Zorro pour essayer d'arrêter les bandits. C'est quand même drôle parce que Euh, tous ces premiers jeux, c'était des jeux avec des propriétés intellectuelles. On parle de Zorro, on parle de Max Moritz, puis on parle aussi de Harry L. Anderson. Aussi, effectivement, Ariel Anderson, qui est un jeu de gestion de risque, qui, encore une fois, ça reflète plus aussi l'esprit de Seifert. Encore une fois, c'était un jeu qui montrait que Seifert s'intéresse au thème avant de s'intéresser aux mécaniques, parce que c'est un jeu qui illustrait le chaos qui était, bon, si vous connaissez le film Ariel Anderson des années 90, c'est un film une comédie en fait, qui imagine qu'est-ce que ce serait d'avoir le fameux
la fameuse bête mythologique du folklore américain, Bigfoot, une espèce de gros yéti. S'il était découvert par une famille américaine et qu'il était adopté dans cette famille-là pour vivre avec eux, puis finalement, ben, ça fait juste du chaos, on le devine. Et c'est le chaos généré par la bête dans la maison qu'on doit gérer dans le jeu en essayant de retrouver des objets cassants avant qu'elles soient cassées par la bête. Quelle Euh, superbe boîte, Ariel Anderson. En fait, c'est typique de chez Schmidt. Ils n'ont pas encore amélioré leur boîte depuis 35 ans, je pense. c'est vrai que Schmidt est quand même des fois à désirer dans ses boîtes, mais bon, il réussit quand même très bien à vendre pareil, la preuve en est son Oui, ce qui est quand existence même encore. surprenant, en fait. Mais ils connaissent bien Ouais, leur marché. c'est ça. Euh, Max Morris, c'est intéressant aussi parce que c'est un jeu où les joueurs vont avoir des cartes numérotées de 1 à 7 et vont devoir essayer de faire des coups pendables parce que c'est un peu ça, Max Morris. C'est l'histoire de deux gamins qui sont vraiment détestables, dont le but dans la vie est juste de mettre en furie les adultes en leur jouant des tours. Et ça finit très mal, d'ailleurs. La bande dessinée est vraiment pas tendre avec eux autres, parce qu'il faut savoir, dans le 19e siècle, on n'avait aucun scrupule pour les histoires pour enfants. C'était probablement Euh, pour apprendre aux enfants à ne pas faire des mauvais coups. Donc, il fallait qu'il y ait une punition assez importante à la fin pour oui, les en dissuader. c'est ça. Euh, mais l'idée de Max Moritz, Seifert a vraiment pensé au tandem. Il s'est dit, il y a deux enfants, ils sont toujours à deux lorsqu'ils font leur coup pendable. Alors, il faudrait que le thème du jeu tourne autour de ça dans les mécaniques. Alors, il s'est dit, ben, c'est simple, on va faire 7 coups pendables à faire. Le premier joueur qui réussit à faire les 7 va gagner le jeu, mais l'idée, c'est que pour réussir à faire un coup pendable, il faut jouer une carte à l'envers de 1 à 7 qui correspond au numéro du coup pendable qu'on veut faire. Et il faut qu'au moins un autre joueur autour de la table, mais pas plus qu'un, ait réussi à penser à la même carte que nous. Et comme ça, il y en a juste deux qui font le coup pendable, donc c'est Maxime Moritz, et le coup pendable est réussi. Sinon, ben, ça ne fonctionne pas. Euh, bon, il y a d'autres petites choses dans les règles qui pimentent le jeu aussi, mais vous voyez le principe. Vous voyez que pour un premier opus, c'est fait avec quand même déjà le thème à cœur. Euh, et puis quand il a voulu faire son Spiel des CRS, qui a gagné le Spiel en 1994, Manhattan, il s'est pas vraiment trop creusé la tête pour faire le thème. Il s'est dit, je veux faire un jeu sur des gratte-ciels. Alors, c'est juste normal que quand on va jouer au jeu sur la table, il ne faudra pas qu'on voit des gratte-ciels dessinés sur le plateau. Il faut les voir prendre vie littéralement en 3 dimensions. Donc, il a fait un jeu d'empilement avec des morceaux de gratte-ciel. Et non seulement ça, mais il a tenu compte aussi de la perspective des joueurs. Il a voulu qu'un joueur qui joue en face de l'autre, quand il va jouer une carte pour placer son morceau, ce ne sera pas au même endroit que si son joueur face à lui l'aurait joué. Parce que, dépendamment de où on regarde sur le plateau pour placer son morceau de gratte-ciel, ben, les deux joueurs face à l'autre, en jouant la même carte, vont pas avoir nécessairement le même endroit sur un plateau qui représente une grille de 3 par 3. Si moi je joue une carte avec un endroit qui est sur la première case à gauche en haut dans la grille, ben, ça va devenir la première case en haut, en bas à gauche pour le OK. joueur en face de moi. Donc, quand tu joues la carte, tu la joues dans la direction du plateau de laquelle toi, tu fais face, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait que le jeu est vraiment vivant par rapport à ce qu'on voit. Et c'est vraiment l'effet que Fard voulait faire. Et en fait, Et c'est une il a mécanique qui a été reprise assez souvent par la suite dans beaucoup de jeux, là, en fait. Dépendamment de quel côté du plateau tu te trouves, ça va changer, en fait, je pense à Lanterns, entre autres, là, qui fonctionne de cette Enter, ça fait façon-là. Oui, Michael Hynek aussi, qui est un auteur de jeux qui a vraiment été marqué par ça. Il a fait quelques jeux qui tournaient autour de ça. Euh,
Et ben, Seyfarth a visé juste encore une fois, ben, très très juste même, parce que évidemment, il a remporté le Spiel de CRS avec ça, et c'est même devenu sa vache à lait pendant un bout de temps, ce jeu-là. Plus que Porto En Rico. fait, il est encore édité aujourd'hui, évidemment avec des graphiques un peu plus jolis. Oui. Il y a Mendo qui l'a refait dernièrement, mais la dernière version, c'est Foxmind en fait qui l'a refait, version française. Oui, c'est ça. Et puis, ben, euh, Manhattan, comme j'ai dit, est une vache à lait pour ses farts, mais bon, si vous avez écouté la saison 10, forcément, on parle de ses farts aussi, parce que Porto Rico est indispensable, est incontournable pour les 50 jeux qui ont influencé le plus l'industrie dans les 50 dernières années. Alors, on parle bien sûr de comment Porto Rico a été généré dans cette saison-là. Euh, et je raconte aussi que Seyfarth est un homme qui va aimer se donner des défis, mais qui va aussi, et ça je ne l'ai pas dit, je pense, dans la saison 10, c'est un homme qui va aimer épurer les choses. Quand je dis que c'est sa profession de comptable qui l'a aidé à faire des jeux, Seyfarth, contrairement à Solomon, dont on a parlé à la dernière émission, c'est pas quelqu'un, même s'il est comptable, qui a les mathématiques dans les veines. En vrai dire, c'est pas du tout quelqu'un qui se fie aux mathématiques pour équilibrer ses jeux. Mais il a vraiment la volonté naturelle d'épurer les jeux parce que c'est ce qu'il fait lorsqu'il est comptable. Il essaie d'équilibrer les actifs et les passifs. Il essaie de vraiment voir à ce qu'on peut lire soit le plus clair possible. Donc, c'est la même chose. Quand il approche la création d'un jeu, il va prendre le temps que ça va prendre. Il va pas suivre les modes du tout. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse du tout à vouloir faire un jeu qui va nécessairement être la chose de l'heure qui va vendre. C'est quelqu'un qui va juste prendre un thème comme ça, à l'envol, et qui va en faire un jeu, et qui va prendre le temps qu'il faut pour le faire parce que ça l'intéresse. Et parce que ce qui l'intéresse aussi, au final, c'est d'être le plus rigoureux possible pour en faire quelque chose de plus épuré possible. D'ailleurs, il aime mieux son San Juan que son Porto Rico. Parce qu'il trouve que son San Juan, c'est encore plus épuré que Porto Rico. Parce que c'est Tu fait parles de la tellement. copie de Race for the Galaxy, là. À vrai dire, c'est Grace of the Galaxy qui a copié ça. Je voulais juste te faire réagir parce que je le sais. Mais, Mais pour c'est moi, vrai. San Juan est 100 fois meilleur que Race for the Galaxy. Ce n'est même pas une question. Oui, ben, il y en a plusieurs qui sont d'accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, l'auteur de Race of the Galaxy s'était essayé pour faire San Juan. Et c'est parce qu'il a été rejeté qu'il a fait finalement Race of the Galaxy avec la version de San Juan qu'il voulait faire. Euh, mais Seyfarth adore San Juan beaucoup plus que Puerto Rico parce qu'il y a tellement dans l'esprit de vouloir épurer les choses que même dans l'installation d'un jeu, ça compte pour une expérience d'épuration. Donc, il est conscient que Porto Rico, c'est très, très fameux, mais c'est quand même un peu pénible avant de commencer une partie, à cause de tous les Il faut pions faux placer qu'on les utilise. tuiles sur le plateau, faut placer. Il y a un paquet de trucs, là. Il y a beaucoup de pièces mobiles. Tandis que San Juan, tu as les 5 ou 6 tuiles de rôle. Tu as un paquet de Mhm. cartes. C'est tout. Ouais, c'est Ouais, ça. l'utilisation des cartes comme une ressource à l'arrière des bâtiments et tout ça. Il y a vraiment plein de trucs vraiment très cool dans San Juan qui fait que tu n'as pas besoin d'aucun autre. En fait, ça ressemble beaucoup à Race for the Galaxy, ceux qui l'ont joué, là, mais San Juan, pour moi, est beaucoup plus smooth et plus instinctif, peut-être, parce qu'il n'a pas cette iconographie horrible de Race for the Galaxy. Et contrairement à Race, il se joue très bien à plus que deux, ce qui n'est pas le cas pour Race. Exact. Et puis, ben, vous dire aussi comment Seyfarth est accroché au thème plus qu'aux mécaniques. Euh, on lui a déjà demandé si il aimait Kaelus quand Kaelus est sorti. Parce que Kaelus, bon,
pour ceux qui ne connaissent pas Keylus, c'est un jeu qui a énormément frappé fort dans le petit microcosme des joueurs de jeux Euro en 2006. Parce que c'était vraiment le jeu qui a mis sous le projecteur la fameuse mécanique des placements d'ouvriers qui allait devenir un standard pour les 15 années à Et venir. le fameux prévôt. Et le fameux prêt. Mais Céphate, par contre, lorsqu'il s'est fait demander si le Mekélus, c'était après la sortie d'Agricola, qui est sorti un an après Kélus. Et qui était souvent comparé à Kélus parce que, dans le fond, c'était aussi un autre jeu de placement d'ouvriers parmi les premiers, mais qui n'avait pas du tout la même facture et qui était beaucoup plus ressenti dans son thème, à cause de son thème agricole, qui nous forçait à survivre et à faire développer une ferme. Alors que dans Kélus, on devait s'imaginer contribuer au château du roi Philippe IV de France, mais disons que le château, on ne voyait pas vraiment prendre vie. Donc, tu sais, quand je parlais de Cube Pusher tantôt, Kailus, ça reste un jeu d'échange de cubes, beaucoup. Oui, c'est ça. Mais très, très cérébral parce qu'il n'y a absolument aucune part de hasard dans le jeu. Alors que Oui, et il y a dans beaucoup d'interactions pour un placement d'ouvrier. Il peut être extrêmement vicieux. aussi, alors qu'Agricola va être plus individualiste et plus thématique aussi, à cause de ses cartes, et à cause de ses cartes également, va avoir une dose de hasard plus importante. Mais malgré tout, c'est le jeu qui a la préférence de Seyfarth, parce que Seyfarth se sent plus vivre dans ce thème que dans Caelus. Et il admire Agricola à cause de sa rejouabilité, à cause de ses innombrables cartes. Je dois lui Seyfarth, donner raison, effectivement, qu'au niveau thématique, Agricola est quand même bien à ce niveau-là. Même quand tu fais ton petit champ avec tes clôtures, avec tes animaux et tout ça, euh, tu te sens vraiment comme un agriculteur, comme un éleveur ou quoi que ce soit, mais dans Kailus, c'est les mécaniques qui priment à 100%. C'est rien d'autre que ça. oui, tout à fait. Et puis, Seyfarth aussi, après avoir fait Porto Rico, a connu aussi encore des succès, notamment avec un deuxième SPDCAS, Turn in Taxes, qui finalement prend son nom de la maison de Noble qui a mis au monde le thème du jeu dans Turn in Taxes, c'est-à-dire le plus ancien service postal européen de l'histoire, qui finalement est né en Bavière, en Allemagne. Et pourquoi Seyfarth aurait décidé de faire un jeu là-dessus? Ben, c'est parce qu'il s'adonne à habiter non loin de cette maison-là. Donc, il a connu de près l'historique du service postal allemand. Alors, donc, il s'est dit pourquoi pas faire un jeu, mais c'est surtout sa femme, parce que sa femme est mentionnée comme co-autrice sur la boîte. Et Même puis, chose pour Max et Moritz, d'ailleurs. c'est ça, exactement. Donc, il a donné crédit à sa femme parce que c'est vraiment sa femme qui l'a entraîné dans ce projet-là et qui l'a vraiment aidé. Et sa femme, d'ailleurs, a été souvent une très, très grande testeuse de ces jeux, très rigoureuse, très, je dirais, sans pitié même. Et c'est comme ça que Seyfarth a réussi à équilibrer ses jeux. S'il était pas un mathématicien dans l'âme, c'était à force de faire des tests. Il les testait vraiment, ses jeux, à fond. Vont commencer avec sa famille ensuite, et avec ses amis après, et finalement chez ses éditeurs. Et ça fonctionnait, bien sûr, parce qu'il était très méticuleux sur les choses à corriger. Euh, et puis, un autre succès, je dirais le dernier succès que Seyfarth a eu dans sa ludographie, c'est Airships, basé sur la biographie du baron von Zeppelin, qui finalement a captivé Seyfarth parce qu'il a trouvé dans ce livre-là une façon d'illustrer c'était quoi les premières expériences assez désastreuses de construction de ballons dirigeables en Allemagne, chose qui a été inventée par le baron Zeppelin finalement. Et Airship, c'est un jeu de gestion de risque
qui est quand même assez fin, où on va lancer des dés pour essayer de gagner des cartes, et ces cartes-là vont permettre d'avoir plus de dés ou d'avoir des points, parce que ça va représenter des dirigeables. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on va avoir des dés ou est-ce qu'on va avoir des points? Parce que les points sont limités. Si on va les chercher avant un autre joueur, les autres joueurs vont être obligés de se rallier à aller chercher d'autres cartes plus tard qui vont peut-être être plus exigeantes à aller chercher. Et puis les dés qu'on va aller chercher, ben, vous devinez que ça va être des dés qui seront différents. On va avoir des dés assez modestes au début avec des valeurs qui vont aller de 1 à 3, mais avec des dés qui sont plus efficaces, on pourrait aller chercher des valeurs de 6 à 8. Donc là, ça devient intéressant pour aller chercher des points plus facilement ensuite. Et bien sûr, ben, on peut essayer de. On a des tentatives pour jouer les dés. Ces dés-là, si on essaye d'être trop gourmand avec nos tentatives, on peut finalement rater notre tour. Et de là, l'accident qui va arriver du dirigeable qu'on essaye de tester, comme dans le livre. Donc, tout ça pour dire finalement que Seifert, vous voyez que c'est un monsieur qui est assez discret, mais efficace. Parce qu'il a quand même réussi à marquer beaucoup, euh, beaucoup, je dirais même plus que beaucoup, sa génération, parce qu'avec si peu de jeux, il a vraiment su c'était quoi la formule gagnante, et il a prouvé ça, non seulement en gagnant 2 fois le Spiel des Jahres, mais en faisant Porto Rico. Oui, puis en fait, tu dis que ces jeux sont épurés, mais même sa ludographie, elle est épurée aussi. Dans Oui, le sens qu'il y a peu de jeux, mais c'est des gros jeux de gros succès. Donc, et crédit à sa femme aussi, qui est quand même, qui a été une partie importante de sa carrière d'auteur. aussi, effectivement. Donc, c'était le numéro 41, Andreas Seifert. On a le temps pour le numéro 40. On va y aller pour le numéro 40, mon Pierre. On a le temps, effectivement, on va clore ça, ce premier top 10-là du palmarès, enfin. Le numéro 40, c'est aussi une figure très marquante. Il est arrivé égal à 63% dans le score que j'ai rodé pour les critères. 63% égal à Seifert. Ils se sont disputés, en fait, de très près la note. Ce qui a départagé le numéro 40 du 41, c'est le fait que le numéro 40 a une durabilité dans ses jeux légèrement supérieure à celle de Seifert. Je dis bien légèrement, parce que Seifert, ben, on vient de le montrer, son Manhattan, son Porto Rico sont encore édités aujourd'hui. Son Turn Taxis, un peu moins, mais on entend parler aussi. Euh, mais numéro 40, il a littéralement fait un jeu qui non seulement a perdu encore aujourd'hui, mais connaît toujours des nouvelles versions de ce jeu-là depuis la sortie de ce jeu-là en 2008. Et ce jeu-là, c'est Pandémie. Et l'auteur en question, c'est Matt Leacock. Donc, euh, Matt Leacock est, comme c'est fait, éclipsé par son Pandémie. Il a une ludographie, je dirais, similaire aussi à Seifert. Si vous allez sur Board Game Geek, vous allez en compter une cinquantaine de titres, mais si on enlève les extensions et les suppléments pour ces titres et les dérivés de ces jeux, parce que son Pandémie a tellement eu de succès que l'éditeur de Pandémie a été allé chercher d'autres auteurs pour travailler sur des nouvelles versions de Pandémie, mais c'est pas nécessairement M. Leacock qui les a fait, c'est juste qu'on va mettre quand même Leacock sur la boîte de ces versions parce que c'est lui qui a fait le concept original. En épurant tout ça, je dirais que les jeux de Leacock se limitent à peu près à moins que c'est fait, à vrai dire. Peut-être 25 titres. Ouais, c'est sûr que Et si on regroupe tous les pandémies sous un seul titre, parce qu'on s'entend qu'il y a à peu près une vingtaine de dérivés, presque, de pandémies. ouais. Mais bon, ça fait en sorte quand même qu'il se retrouve en 40e position parce que ben, je pense qu'on sait tous, ceux qui l'écoutent ou ceux qui les écoutent, si vous ne le savez pas, je pense qu'il est temps que vous sachiez que Pandémie, c'est dans les incontournables des 20 dernières années. Même s'il n'est pas dans la saison 10.
Parce que, malgré tout, Pandémie, c'est un jeu qu'on pense souvent qui est le point de départ de la mode des jeux coopératifs dans les jeux de société, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est Battle League, probablement ce qui l'a popularisé, mais c'est loin d'être le début, effectivement, avec Le Seigneur des Anneaux, si je me souviens bien, là, qui était le premier. ben, à vrai dire, on peut même reculer plus loin que ça. On avait parlé de Richard Lonius, qui était un peu l'instigateur des jeux coop modernes avec son Arkham Horror qui remonte à 87. Et on peut même reculer dans les années 70 pour avoir des jeux coopératifs, mais là, cette fois-ci, ça va plus s'adresser à un public scolaire ou un public infantile. Et si on veut vraiment, mais vraiment aller le plus loin possible, on peut même aller jusqu'à l'invention de Monopoly. La Le première version Landlord de Game. Landlord's Game par Elizabeth Maggie. Maggie avait fait une variante dans son Monopoly, dans son Landlord's Game, où les joueurs jouaient coopérativement. Ils devaient ramasser un montant d'argent collectif ici. Euh, donc, c'est pas d'hier, les jeux coopératifs, mais c'est quand même à Matt Leacock qu'on doit la folie, qu'on doit finalement le standard, le jeu qui a fait que le reste a suivi. Pourquoi Pandémie plus que d'autres jeux? Ben, peut-être parce que Pandémie, avant les autres jeux, plutôt les autres jeux qui sont venus avant Pandémie, avaient quelque chose qui était moins varié dans leur façon de jouer. Il y a eu quelques titres, à vrai dire. Le jeu qui a inspiré, que Batlika a joué pour faire son Pandémie, c'est Le Seigneur des Anneaux de Reiner Knizia en 2000. Ce qu'on considère souvent comme le premier jeu euro coopératif pour adultes et qui a vraiment très, très bien marché. La preuve en est que Leacock a été de ceux qui s'intéressaient à ce jeu-là parce que ça réussissait vraiment de façon parfaite à montrer qu'est-ce que c'était l'esprit collectif dans un jeu et comment on doit se sacrifier pour le bien commun. Euh, mais bon, le Seigneur des Anneaux de Knizia et les jeux qui sont arrivés après, comme un jeu qui s'appelle Vanished Planet, ou un jeu qui s'appelle Les Chevaliers des Tables Rondes de Serge Lager et Bruno Catala. Euh, si on prend Les Chevaliers des Tables Rondes de Lager Catala, c'est un jeu qui essayait de se démarquer sur les anneaux en essayant d'être moins linéaire. Parce que le Seigneur des Anneaux de Knizia va être quand même suivre vraiment linéairement les étapes du récit. Et c'est pour ça qu'il va peut-être être un peu répétitif pour certains. Les Chevaliers de la Blonde vont être moins linéaires, mais vont quand même plus ou moins essayer de. En fait, d'une partie à l'autre, on va avoir l'impression quand même de faire souvent les mêmes choses pour arriver à nos fins. Avec Pandémie, ce que Leacock a réussi à introduire, c'est un élément vraiment assez chaotique, qui peut vraiment faire une partie différente radicalement d'une partie à l'autre, parce qu'on peut même ajuster les niveaux de difficulté de ce jeu-là. Ceux qui ont joué à ça ou ceux qui ont joué à ça, vous savez en fait qu'il y a des cartes catastrophes qu'on va piger dans ce jeu-là, des cartes en fait de pandémie, je pense, et qui vont vraiment augmenter le niveau de Les cartes contagion des virus. Outbreak C'est en les cartes anglais. Outbreak. Donc, ces cartes-là vont vraiment monter radicalement le niveau de contagion des virus qu'il faut arrêter dans le jeu. Et l'idée des virus est arrivée, en fait, à Leacock parce que lorsqu'il a joué au Seigneur des Anneaux, il était au début des années 2000, et en 2004, il y a eu le SRAS, qui est arrivé, une épidémie de SRAS, un virus de Chine. Ouais, épidémie, il faut le dire vite, parce que ça a été plus une panique mondiale qu'une vraie épidémie en tant que telle. Oui, c'est ça. Mais ça a quand même fait parler, 2002-2004, je pense. Et puis, c'est ça qui a inspiré Leacock à faire son Pandémie. Il avait besoin d'un thème pour faire son jeu. La mécanique du jeu, par contre, et ça, il faut le savoir, Leacock se distingue de ses farts ici
parce qu'il y a beaucoup en commun avec ses FAT. Il est pas du même âge. Et puis, il y a quand même à peu près autant de jeux que lui de faire d'éditer. Et il a aussi été marqué par les mêmes jeux dans son enfance. Mais ça, je vais y revenir. Euh, mais il faut savoir que ce qui le distingue beaucoup de ses FAT, c'est que, et ce qui est assez drôle aussi, c'est que Leacock est un Américain. Donc, on s'attend, cette fois-ci, à ce que ce soit le thème qui soit important et après les mécaniques pour faire un jeu. Mais c'est pas le cas de Leacock. Leacock est aussi mouton noir dans son pays que Seyfarth l'a été dans le sien. Donc Leacock, quand il fait des jeux, il pense à un système. Et après, il va coller le thème. Et il avait déjà un système pour faire son pandémie. C'est un système de jeu qu'il avait inventé dans sa jeunesse qui reflétait des frappes de particules subatomiques dans un réacteur. Je vois Donc, très bien le lien de cette façon-là, alors que ça spread, ça s'étend sur les pays voisins. ben c'est ça. C'est le système finalement qui a vraiment fait la signature du jeu Pandémie, qui a été tellement reprise ensuite. Pas seulement par des dérivés de Pandémie, mais par d'autres jeux comme Richard Lonius, justement, qui a fait Defenders of the Realm, qui a littéralement pris C'est ce une système-là. copie de Pandémie, en fait, mais avec une thématique fantasy par-dessus, là. Oui, puis aussi des personnages avec des pouvoirs spéciaux, disons, très, très, très narratifs comme Lonius aime le faire. Euh, mais c'est là aussi qu'on voit la différence entre Lonius et Leacock, parce que Leacock, c'est très mécanique, son Pandémie. Et puis, ben, on le voit avec la façon que les virus se propagent, c'est son système de particules subatomiques qui a transposé là-dedans. Matt Et puis, Leacock, ben, en fait, s'est même copié lui-même à plusieurs reprises avec ses propres jeux pour ce système-là. tout à fait, tout à fait. En fait, dans sa série Forbidden Island, Forbidden Desert, Forbidden... Surtout comment ça Forbidden Island que je pensais, mais Oui, Desert utilise un autre système qui est quand même intéressant aussi, mais avec un truc qui... donc l'espèce de tornade qui va se déplacer et rajouter du sable et tout, là. c'est ça. Oui. Mais oui, Euh, ça reste un système qui fonctionne bien, qui donne un sentiment d'urgence aussi aux joueurs parce qu'on voit les cubes s'accumuler, on voit vraiment la pression monter à certains endroits sur la carte. Donc, ça devient extrêmement concret de où est-ce qu'on doit se déplacer, qu'est-ce qu'on doit gérer, mais ça fait une montée en tension aussi qui est intéressante parce que visuellement, on le voit bien. oui, c'est ça. Exactement, parce que bon, ça a beau être la mécanique avant la thématique pour les coques, il est quand même très, très méthodique dans sa façon de créer des jeux. Sa règle d'or à Leacock, et ça c'était très intéressant, c'est que il va laisser les testeurs définir qu'est-ce que sont les règles et les termes de ces jeux pendant qu'il va les tester. Ah, la fameuse C'est-à-dire, question des testeurs qui disent OK, qu'est-ce qui se passe si je fais telle action? Et oui, l'auteur de répondre qu'est-ce que tu penses que ça fait? Et là, ça souvent, peut le joueur à ce moment-là va donner son interprétation, puis souvent, une. Ça va être un truc qui va être thématique parce qu'il dit ben, d'après moi, il devrait se passer telle affaire parce que thématiquement, ça fit. Donc, souvent, les auteurs vont demander cette question-là, mais je ne savais pas que M. Leacock faisait cette technique. En fait, il va plus loin que ça, même. Parce qu'il va demander à ses testeurs de tester le jeu sans lui. Et il va dire enregistrez-vous et envoyez-moi la vidéo. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'observer comment les joueurs se comportent avec le jeu. Il veut savoir si finalement un joueur, par exemple, aura pas oublié d'aller prendre le pion premier joueur quand ça va être le temps de le prendre. Il veut savoir si quand on
quand on va faire une action, quand il y a une action qui a un nom spécial, est-ce que les joueurs interprètent cette action-là par un nom qui a été indiqué par les règles, ou c'est un joueur va tout simplement dire bon, ben, c'est de ça de faire ça. Et il appelle ça par un autre nom. Fait que là, s'il s'aperçoit que les joueurs emploient moins le nom que lui indiqué, ben, il va adopter le nom que les joueurs testeurs ont adopté. Puis si le premier joueur, finalement, les joueurs l'oublient trop souvent, il va se dire ça ne va pas d'affaire là parce que les joueurs ne le prennent pas. Jeunes auteurs de jeux, prenez des notes. Ce sont vraiment des bonnes façons de fonctionner. C'est sûr que c'est pas toujours évident de se filmer et d'envoyer la vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand l'auteur n'est pas là, souvent les joueurs vont pas avoir les mêmes réactions non plus. Ben, il y a ça. Donc, ça va être plus naturel, je dirais, quand l'auteur n'est pas à côté en train de te regarder jouer. Donc, mais tu as quand même accès à toute cette mine d'informations-là qui est même les réactions, en fait, puis le langage corporel. Des fois, la frustration qui peut apparaître dans le visage ou dans le corps des personnes. Donc, c'est vraiment une mine d'informations pour l'auteur que de voir tout ça. Donc, oui, Oui, jeunes auteurs, prenez des notes. c'est ça, exactement. Et ça l'a bien servi, évidemment, parce qu'il se définit, Leacock, aussi comme quelqu'un qui est très mauvais pour rédiger des règles, mais expert pour simplifier un jeu. Donc, c'est ça que ça donne au final. Évidemment, avec le temps, il a appris à mieux rédiger des règles, mais il a quand même mentionné que à ses débuts, c'était assez pauvre. Et je peux en témoigner parce que je possède l'un de ses tout premiers jeux dans ma collection qu'il avait fait à son compte. Parce que Leacock, étant quand même très ambitieux dans la vie, comparativement à ses forces, c'est une autre différence de lui. Est-ce que c'est Lunatic Loop ou est-ce que c'est C'est Borderlands? le Six Loop. Le Six Loop que Leacock avait fait en 200 copies, ou 250, je pense. Et il avait amené ça à SN, il les avait toutes vendues. Mais il avait trouvé l'expérience très éprouvante. Parce que ben, il fallait qu'il s'occupe de tout. Le matériel, le graphisme, la promotion, puis ça comptait tout ce qu'on fait quand on est auteur. Donc, il trouvait que la pression était forte. Mais en même temps, il n'était pas assez découragé pour arrêter d'inventer des jeux. Ce qu'il a réalisé simplement, c'est qu'il était plus fait pour faire un auteur qu'un éditeur. Alors que Seyfarth, lui, il ne s'est pas du tout laissé influencer par la pression. Mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu auditeur, au contraire. Seyfarth s'est dit, lui, moi, je vais rester auteur et je vais y aller à mon rythme. Alors que Leacock, lui, était pressé de faire des jeux. Il n'a pas fait immédiatement des jeux après le Text Loop, mais il était déjà en train de travailler sur son pandémie après le Text Loop. Et ça n'a pas pris de temps ensuite qu'il en a fait d'autres. Il n'en a pas fait une tonne d'autres, mais il en a fait d'autres et des efficaces, et très efficaces, puisqu'il n'avait plus la pression de faire tout le jeu complet. Donc, c'est pour ça que, avec Pandémie, et aussi avec Roll Through the Ages, le premier de sa série de Roll Through the Ages, et aussi avec un autre jeu, je pense, qui a Forbidden Island, qui est dans sa série Forbidden. Ces trois jeux-là, Pandemic, Forbidden Island et Roll to the Ages, ont tous été produits de 2008 à 2010, 11. Ils ont tous été nominés pour l'Unspiel. Je pense que Leacock, en fait, a réalisé à ce moment-là qu'il était mûr pour faire des jeux. Il était vraiment là pour rester. Et sa carrière de, je dirais, communicateur visuel, parce qu'il travaillait comme euh, chef designer, je pense, pour une compagnie qui s'appelait Sokoko, une espèce de compagnie qui fait une plateforme pour gérer les équipes de travail. Il a laissé ça en 2014 pour se consacrer uniquement à plein temps comme carrière d'auteur de jeu.
Et ces deux autres jeux qui ont été nominés par Pandémie, ben, les Forbidden Island, on en a parlé tantôt, c'est devenu une série à succès. C'est même en train, au moment où on vous parle, d'être en voie de devenir comme Pandémie, un jeu qui va porter la mention de Legacy, qui va sortir sous peu. Et il y a aussi sa série de Roll Through the Ages, qui est une série comme le Airships de Seyfat. C'est un jeu de gestion de risque. En fait, Roll Through the Ages, le premier de Bronze Age, c'est un jeu qui était un peu précurseur, 10 ans avant, de la fameuse mode des roules et coches. Parce que c'était C'est vraiment un ça. roll and write sans le write, il me semble, parce que tu as un petit plateau en bois avec Oui, des petits jetons, un peu comme un plateau de cribbage, en fait. oui, c'est ça. Exact. Donc, tu as des Puis, petits pions qui vont rentrer. Donc, tu vas noter pas tes points, mais tes ressources avec ce petit plateau et tout ça. Donc, voilà. Puis c'est très bien fait. Ça marche très, très bien. C'est très familial. Et ces suites qu'il a faites après ont très bien marché aussi. Une qui se passe au Moyen Âge, un peu plus luxueuse, qui s'appelle Era. Une autre, en fait, il y a aussi Roll Through the Ages, The Iron Age, qui est la suite directe de Bronze Age. effectivement, tu parles de Hera. Hera avait malheureusement probablement qui était trop cher pour le genre de jeu que c'était. C'était Oui, un c'est ça. jeu qui avait beaucoup de matériel, assez coûteux pour un gameplay assez léger au final. Donc, il y a bien des gens qui étaient un peu déçus de ce jeu-là, donc il a quand même passé rapidement à cause de ça. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu le malheur de Hera. Un peu moins que, je dirais, 1889, qui est finalement son troisième volet qui se passe à l'Exposition universelle de Paris, où on répète encore une fois le principe, euh, qui est sorti plus récemment, celui-là. Il y a quand Et même puis, sorti aussi des jeux où qui sortaient un peu de ses zones de confort. Si je pense à Nitwit, entre autres. oui, ça c'est effectivement intéressant à mentionner. Nitwit, qui est un espèce de jeu, on pourrait classer ça comme connaissance générale. Euh, Où est-ce on joue avec des diagrammes de Venn, pratiquement, euh, et avec des fils à tricoter. Idée très intéressante de jeu en tant que tel, mais qui n'a pas forcément. C'est des bobines de film même. C'était vraiment un jeu luxueux dans sa présentation. Euh, Mais bon, c'est quand même. C'est dans ses succès plus modestes, je dirais. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine, Nitwit. Si vous êtes amateur de l'ICOC, ça vaut vraiment la peine d'aller Ça a une chercher ça. belle présidence de table comme jeu, en fait. Mais Oui, ça tout reste à fait. un jeu questionnaire, de jeu de connaissance générale. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est dans les plus originaux que j'ai vus, par contre. Ça, c'est définitivement ça. Au niveau du Vraiment, matériel, là, c'est vraiment, ça sort complètement de l'ordinaire, là. C'est vraiment très cool, en fait. Et que dire de ouais. son jeu Power Kitty? Qui l'a fait avec sa fille. Euh, Ah, c'est sa fille, je croyais que c'était sa conjointe. Mais Colleen Leacock, ok, c'est sa fille. je pense bien que c'est sa fille, oui. Parce qu'il a fait une extension de Pandémie aussi avec sa fille, avec Colleen Leacock. Qui était un tout petit jeu auquel je n'ai pas joué, mais de ce que j'ai compris, est très simple. Je pense que c'est un jeu de collecte, euh, Est-ce que c'est de gestion de l'ancêtre de 1, 2, 3 Minou? Non, je pense pas. Mais celui qui nous écoute, qui a inventé ce jeu-là, pourrait probablement Je vais demander être à mon inspiré de ça. beau-frère. Ouais. Euh, un détail aussi que je devrais dire de Leacock, c'est qu'il a été très marqué parce que je vais parler de les origines de sa piqûre pour les jeux. Leacock, à vrai dire, comme c'est fait, a connu les jeux classiques, mais s'est intéressé beaucoup plus tôt que c'est Fart à faire des jeux. Il était enfant, il en faisait déjà. Il était adolescent, en fait, il en faisait déjà.
Mais il était enfant, je dirais. Il avait peut-être 10 ans, il faisait déjà ses premiers jeux, mais il les faisait à partir de jeux qu'il avait joués. Il y a un jeu qu'on pouvait lui avoir donné, il jouait au jeu, il était complètement euh, frustré de voir à quel point le jeu était minable. Fait que là, il retournait le plateau à l'envers, puis il faisait sa version de jeu. C'était le cas d'un jeu, par exemple, qui s'appelait Invader, qui était finalement un jeu de 81, je crois, qui était dans la mode des jeux de société qui transformait en jeu sur table les jeux vidéo. Les Invaders, c'était finalement la version de Space Invaders. Ouh là là. Et, et si vous pouvez voir la note de Board Game Geek de ça sur Board Game Geek, c'est parce que ça mérite vraiment ça. C'est un jeu entièrement relayé au hasard. On tourne une aiguille, on s'en va sur une couleur, on déplace notre pion sur la couleur qu'on a eue avec l'aiguille et ça permet de tirer sur un extraterrestre qui est dans la rangée ou la colonne en avant de notre pion. C'est tout. On fait ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'extraterrestres. Extraterrestres qui sont représentés par des jetons. Vous pouvez deviner que Leacock est devenu très, très frustré quand il a joué à ça. Donc, ça a été parmi ses premières expériences. Mais il a vraiment connu les jeux étape par étape. Il a connu en fait les classiques comme les échecs. Après ça, il a connu les jeux plus commerciaux comme Monopoly et compagnie. Et finalement, il a connu les jeux qui racontent des histoires. Et c'est là qu'il a connu, par exemple, des jeux comme Talisman et Civilisation. Et Civilisation a été vraiment Quand on marquant dit pour lui. raconte des histoires, c'est pas littéralement un jeu de storytelling. Non, Mais, c'est un mais la jeu tellement... partie et le développement du jeu il va avoir comme un arc narratif à travers le jeu sans qu'il y ait du texte à lire, là. Oui, ben, essentiellement, c'est des jeux fleuves qui vont durer 4 heures et plus et qui, à cause de leur durée, vont nous embarquer dans l'histoire du jeu. Et c'est ça qui a vraiment fait confirmer à Leacock que les jeux de société, c'était tout un monde. Euh, mais il en demeure pas moins que c'était les systèmes qui retenaient son attention. C'est son père, en fait, qui l'a initié à Civilization, parce que son père était un grand amateur de wargames et de gros jeux. Et Civilization l'a vraiment marqué. On le voit parce que les jeux de Leacock, beaucoup de ces jeux ont des cartes géographiques. Pas seulement Pandémie, mais quand on pense à Thunderbirds, par exemple. Il a fait un jeu de coop basé sur la série culte Thunderbirds, où on va se promener sur une carte du monde en jouant les personnages de Thunderbirds pour aller remplir des missions. Euh, Et en fait, même si on pense à la civilisation, on veut dire la façon que les unités vont se multiplier, ça fait un peu penser à la façon dont les virus se multiplient dans la pandémie. oui, oui, tout à fait. Et puis, ben, euh, ça l'a. Puis le thème aussi de civilisation a vraiment marqué Leacock parce que c'est probablement pour ça qu'il a pensé à faire son Roll to the Ages de Bronze Age. Euh, c'est pour ça également que il s'est intéressé à faire des jeux où on a vraiment des choses épiques à faire, comme dans Pandémie pour aller sauver le monde avec les virus. Euh, On a aussi son Daybreak, où il faut littéralement arrêter, corriger finalement les effets climatiques. Oui, Daybreak a Euh, quand même été nommé pour l'As d'or expert, si je me souviens bien, et même pour le Kennerspiel. il a gagné le Kennerspiel. Oui. Voilà. Et cette civilisation-là qui a marqué Leacock est un autre point commun qu'il partage avec Seyfarth, parce que Civilisation a vraiment marqué Seyfarth aussi pour faire son Porto Rico, entre autres. Euh, Mais n'en demeure pas moins que c'était pour des raisons un peu différentes. Comme je dis, le système, c'était Leacock qui en prenait, Leacock voulait vraiment viser les systèmes de mécanique. Euh, et je terminerai en disant que euh, Leacock est un bonhomme assez intéressant aussi parce qu'on lui a déjà demandé
s'il avait un fantasme de jouer avec des joueurs autour d'une table, à quel jeu il jouerait et avec qui il jouerait, peu importe si la personne est morte ou vivante. Il a dit qu'il jouerait à Modern Art de Knizia, parce que Knizia est son auteur préféré, je pense. D'ailleurs, le jeu préféré de Leacock, c'est Tigre Euphrate. Donc, il a dit qu'il jouerait à Modern Art avec Steve Martin, l'humoriste Steve Martin, Paul Simon et René Magritte et sa femme. C'est qui est quand même un mélange un peu éclectique. Oui, absolument. Et ça reflète un peu la ludographie, un peu éclectique, même si elle est très fortement teintée de coopératif. Parce que vous allez voir qu'il y a un jeu de Pifnote au moment où on se parle, qui n'est pas encore sorti de Leacock, qui va sortir. Donc, il y a quelques jeux comme ça qui sortent de la ludographie de Leacock, des fois qu'on se demande comment ça se fait que c'est là, alors qu'on a l'impression que c'est le spécialiste des jeux coopératifs. Il va parfois nous surprendre. Tu Donc, nous as pas parlé de son jeu de Thunderbirds non plus. oui, ben, j'en ai parlé un peu. Je disais que Thunderbirds était un jeu où on incarne les personnages, les héros de Thunderbirds. C'est qui est quand Et même surprenant qu'il est rentré dans la propriété intellectuelle comme ça. Je pense que c'est oui, d'ailleurs son seul jeu avec une propriété intellectuelle. je pense que oui. Je pense que oui. Non, en fait, il y a le Seigneur des Anneaux version pandémie, je dirais. Oui, 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 oui. Mais ça reste un jeu pandémie. Donc, Ouais, c'est ça. parce qu'ils ont fait un Euh, pandémie Star Wars, il me semble aussi. Il y a eu une version qui était peut-être une version faite par un fan. Mais mhm. Ouais, Thunderbirds, qui est un jeu finalement, comme je l'ai dit tantôt, qui vise à. Ben, on se bat contre l'ennemi de l'organisation des Thunderbirds. Et chacun des personnages des Thunderbirds peut emprunter les véhicules qui ont fait vraiment la célébrité de la série. On peut aller dans l'espace, on peut aller sous l'eau, on peut aller ben, évidemment dans les airs, sur Terre, mais l'idée c'est qu'il y a des missions qui se déclarent dans un environnement quelconque, puis il faut prendre le véhicule, se rendre au point et faire la mission avec un personnage précis, ou parfois deux. Euh, Puis tout ça, ben, tout en essayant d'arrêter les plans machiavéliques euh, de l'ennemi en question qui est contre les Thunderbirds. Très réussi comme jeu, je dirais. Assez même pour avoir été recyclé dernièrement. Sous le thème de sauver des animaux qui sont sinistrés à travers le monde. Euh, Et je pense que je me souviens plus exactement du titre de ce jeu. C'est Animal Rescue Team, ça s'appelle. Euh, ok, ça donc, c'est une ah oui, je le vois ici, réimplémentation ouais, de Thunderbirds. ouais, c'est ça. Thunderbirds, le problème, c'est que c'est une série culte, mais qui est probablement pas connue partout dans le monde. C'est typiquement américain, mais chez nous autres, ça jouait en français même au Québec. Mais là, Oui, on la remonte il y a France, très, oui. très, très longtemps, mais je suis pas certain que ça jouait en Europe tant que ça non plus, là. Donc, Animal Exact. Rescue Team, probablement, qui est une thématique un peu plus accessible pour le grand public. Mhm. Bon, Et puis, écoute, ça fait le tour sur Matt Leacock. Je pense qu'on en a assez parlé. oui, 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 oui. On l'aime bien. Donc, c'était le numéro 40. Ça a l'air de Chic Tip aussi. Je me souviens très bien qu'il avait participé au proto de l'année avec une vidéo pour encourager les auteurs à participer au concours de prototypes, donc un petit concours au Québec qui est organisé par le Feu Ludo Québec. Euh, mais oui, c'est un type très sympathique et qui a une ludographie assez impressionnante et un parcours, ma foi, dont je suis jaloux. Euh, je dois le dire. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ce survol de Matt Leacock et de
l'autre dont j'ai déjà oublié le nom, Andreas Seifert. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour les numéros 39 et 38. On est sur une lancée, donc on va se revoir assez bientôt, très rapidement. Merci Pierre et bonne soirée.